À moins qu'on ne le tue, la position du président de la République demeure la même. Les alliés des agresseurs ne sont pas conviés au dialogue interne. La main tendue de Félix Tshisekedi était une stratégie pour exposer Paul Kagame devant le monde entier. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies multiplient les efforts pour subvenir aux besoins des déplacés des conflits communautaires entre les Twa et les Bantous dans la province de Tanganyika, à Lukwangulo comme à Miketo. Les structures humanitaires réalisent un travail énorme au grand bonheur de la population. Après une performance moyenne face au Togo vendredi, les Léopards reçoivent les Soudanais ce mardi au stade de Martyr avec une capacité de 30 000 places seulement suite au désordre et casse occasionnés lors de la dernière débâcle face au Sénégal. Il s'agit du dernier match des poules qui fixera les meilleurs deuxièmes pour les barrages. Mesdames et messieurs, bonjour. En séjour en Belgique, le président de la République s'est entretenu avec la diaspora congolaise qu'il avait chaleureusement accueillie quelques jours plus tôt. C'était l'occasion pour Félix Tshisekedi de clarifier ses derniers propos qui ont fait polémique lors du Global Gateway Forum. Comme on pouvait s'y attendre, le chef de l'État affirme que la main tendue était une stratégie pour exposer l'agresseur aux yeux du monde entier. Quant au dialogue interne, la porte reste fermée aux alliés des agresseurs. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques, vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh ben, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, je tends la main maintenant pour dire, ok, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer évidemment ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. 4 jours d'échange. La 10e édition d'Expo Béton a tenu ses promesses. Les intervenants ont su démontrer que le pays ne manque pas de ressources pour son développement. Des mesures ont été bien définies, comme l'a expliqué le coordonnateur de l'événement, Jean Bamanissa. Durant 4 jours, les participants ont démontré que la RDC ne manque pas des ressources pour son développement. Un Congo futur, Jean Bamanissa salue la participation de tout un chacun à ces échanges de haut niveau. La 10e édition d'Expo Béton RDC s'achève sur une note d'espoir, de lucidité et de responsabilité. Ensemble, nous avons consolidé les fondations d'un pacte national et international pour la reconstruction de la RDC avec un horizon clair
bâtir un pays résilient, connecté, moderne et équitable dans ce XXIe siècle. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Madame la Première ministre. Votre présence et votre engagement actif au nom du gouvernement central soulignent la volonté ferme de notre République démocratique du Congo de placer l'innovation économique, le soutien aux PME et le développement d'une économie de marché dynamique au cœur de ses priorités. Ces secteurs sont essentiels pour stimuler la croissance inclusive et attirer des investissements nécessaires à notre émergence. Les différentes interventions ont souligné que la RDC ne manque ni de vision ni de ressources, mais d'un cadre structurant, crédible et coordonné. Le plan proposé de 100 milliards de dollars pour répondre aux défis d'un pays vaste, enclavé par endroits, mais stratégique sur le plan régional, doit être global. Pour le ministre des PME venu représenter la chef du gouvernement, le thème 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit, les sujets des débats ont rencontré les attentes des décideurs et entrepreneurs. Expo Béton 10e édition clôturée, les décideurs et investisseurs prennent rendez-vous pour la 11e édition. Devant un parterre des personnalités du monde des affaires, membres du réseau Makutano, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a échangé sur la problématique de financement de l'économie en République démocratique du Congo. André Wameso prône une structuration de l'épargne des Congolais en francs congolais pour parvenir à financer l'économie congolaise, mais cela passe préalablement par le renforcement de la confiance des Congolais dans leur monnaie locale. André Wameso inscrit son action dans l'objectif de la stabilisation du cadre macroéconomique, le renforcement de la confiance des Congolais dans le franc congolais et la modernisation du système bancaire. Dans sa vision, le nouveau patron de la Banque centrale du Congo veut basculer le système financier congolais vers la digitalisation, un accroissement substantiel de l'inclusion financière et ainsi contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais, au développement du marché des capitaux et à l'amélioration du climat des affaires. L'objectif, c'est de pouvoir organiser cette même épargne différemment avec un besoin. C'est que nous devons d'abord organiser notre épargne pour que cette épargne puisse financer l'économie, soit au travers des banques, soit au travers de ce qu'on appelle des marchés financiers. C'est ce même discours que le gouverneur André Wameso a réitéré lors de son intervention au Makutano Talk 2025 organisé à Kinshasa par le réseau d'affaires Makutano en présence des décideurs politiques, dirigeants d'entreprises, banquiers, investisseurs, représentants d'institutions régionales et internationales, ainsi que des experts du secteur financier. En tant que banque centrale, mon souhait, c'est de pouvoir financer l'économie en francs congolais. Gros problème. Premier problème, le niveau du taux directeur. Le financement de l'économie. On rate des opportunités terribles pour financer notre économie avec cet argent. 3 axes principaux ont été mis à jour dans renforcer l'architecture financière en République démocratique du Congo, la régulation des marchés financiers en bâtissant un cadre juridique et institutionnel solide, promouvoir un modèle innovant du financement et d'investissement incluant la digitalisation, la formation des acteurs et la création d'instruments adaptés au développement du pays, développer les infrastructures et les connexions régionales afin d'intégrer progressivement notre économie au marché africain et modifier la profondeur de notre marché financier domestique. Les agences, fonds, programmes des Nations Unies multiplient les efforts pour subvenir aux besoins des déplacés des conflits communautaires entre les Twa et les Bantous dans la province du Tanganyika, bien que les deux communautés aient accepté déjà d'enterrer la hache de guerre. À Lukwangulo comme à Miketo, les structures humanitaires réalisent un travail énorme au grand bonheur de la population. Après les affres de conflit, l'heure est à la cohabitation pacifique entre les Twa et les Bantous, deux communautés qui, il y a quelques années, s'entretuaient pour les conflits d'intérêt. Nous sommes au site de Lukwangulo, où les deux communautés vivent en parfaite harmonie grâce à l'approche Club Dimitra
mises en place par la FAO. Nous avons mis en place les clubs du Mitra et à travers les clubs du Mitra, c'est une approche spécifique pour la FAO où le ménage ou la population essaie un peu de se questionner sur tout ce qui est défis et problèmes dans leur milieu respectif, ainsi que trouver des solutions appropriées à leurs problèmes. Donc, en fait, c'est une approche d'auto-prise en charge qui travaille dans le domaine de cohésion sociale. Dans la localité de Miketo, située à une trentaine de kilomètres de Kalemi, le constat est le même. Les Toa et les Bantous regardent dans la même direction et partagent plusieurs choses en commun, notamment la maternité, l'école et le centre de jeunes construit grâce au projet développé par la FAO, l'UNFPA et l'UNCHR. Le projet avait plusieurs résultats ou plusieurs objectifs. Un des objectifs de ce projet était de mettre en place des infrastructures communautaires pour permettre l'accès aux services sociaux de base équitable à toutes les deux communautés. Et donc, ici, nous sommes à la maternité de Miketo, qui a été mise en place dans le cadre de ce projet-là pour favoriser les accouchements sécurisés de femmes, Toa et Bantou, ensemble dans cette communauté. Les agences de fonds et programmes des Nations Unies ont joué un rôle crucial dans cette cohabitation pacifique, bien que les défis à relever soient majeurs. Démarré depuis le 6 octobre dernier, le contrôle annuel de maintien des droits se poursuit à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État jusqu'au 4 décembre prochain. Ce contrôle concerne notamment les rentiers des enseignants décédés, les rentiers des retraités de la vague 2022 et ceux des agents de carrière décédés en activité. C'est ce qu'indique ce document lu par Nathalie Oko. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, porte à la connaissance des orphelins et conjoints survivants rentiers, des enseignants décédés en activité ou à la retraite, des rentiers, des retraites de la vague de 2022, ainsi que des rentiers, des agents des carrières, des services publics de l'État, décédés en activité et bénéficiaires des pensions des réversions, qui est l'opération annuelle de contrôle des maintiens de droit, contrôle des pièces, va se dérouler dans la période du 6 octobre au 4 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la CNSAP invite tous les concernés à se présenter à ces installations munis des documents ci-après. L'attestation de veuvage délivrée au cours des 3 derniers mois pour les conjoints survivants, l'attestation des fréquentations scolaires ou académiques de l'année en cours pour les orphelins ayant plus de 18 ans d'âge, la pièce d'identité valide ou l'attestation des naissances. Les rentiers vivant à l'étranger sont tenus d'envoyer en format scanné tous les documents cités ci haut via l'adresse mail serviceclient@censap.cd ou à les expédier physiquement durant la même période de contrôle et pendant les jours ouvrables de 7h30 à 13h juste et de 14h juste à 16h30 dans l'une des agences CNSAP. Notez bien, conformément à l'arrêté ministériel numéro 049/CAB VP-FP-MA-ISPJPL-2023 du 5 mai 2023 fixant les modalités d'octroi des prestations dans les cadres du régime de sécurité sociale géré par la CNSAP, le paiement des droits de ceux qui ne se présenteront pas à cette opération de contrôle sera suspendu. Pour tout complément d'information, merci de contacter le centre d'appel au numéro 4011. CNSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Un communiqué signé François Mokeba Paswanzambi, directeur général adjoint de la CNSAP. La cérémonie d'inauguration du complexe hôtelier Novotel de Kolwezi s'est tenue ce samedi en présence de la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée de quelques membres du gouvernement provincial du Lualaba, fruit du partenariat entre le groupe Accor et la compagnie hôtelière et immobilière du Congo Chic. Cet établissement marque une nouvelle étape dans le développement du secteur immobilier et touristique dans la province du Lualaba.
C'est un jour historique pour Kolwezi. Le chef-lieu de la province du Lualaba se dote d'un hôtel d'envergure internationale. Le Novotel Kolwezi, fruit du partenariat entre le groupe Accor et la compagnie hôtelière et immobilière du Congo CHIC. Inauguré ce samedi 11 octobre 2025, ce projet marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures de la province, portée par le leadership visionnaire de Marie-Thérèse Masuka Saini. Je souhaite adresser une reconnaissance particulière à Madame le gouverneur. Votre soutien indéfectible, votre leadership visionnaire et votre engagement exceptionnel ont été déterminants dans la concrétisation de ce projet. Cet hôtel est une preuve vivante de votre foi dans le potentiel de cette province. Après les mots de Raïm, responsable de Corner, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a dans son allocution salué la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui inspire l'action quotidienne des provinces vers un Congo moderne et prospère. Elle a souligné que l'ouverture du Novotel Kolwezi dépasse le cadre économique. Elle symbolise la montée en puissance du Lualaba, sa capacité d'attraction et son rôle clé dans la diversification de l'économie nationale. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan infatigable du développement national et de la paix. En offrant à notre ville une infrastructure hôtelière de standing international, le Novotel Kolwezi vient répondre aux exigences d'un territoire en pleine transformation, à la croisée des grands enjeux miniers, industriels et touristiques de la République démocratique du Congo. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement ainsi que de nombreuses hautes personnalités venues pour la circonstance, l'autorité provinciale a effectué une visite guidée des installations du Novotel, l'établissement hôtelier. Situé à seulement 7 minutes de l'aéroport, le Novotel Kolwezi offre un cadre contemporain, mêlant confort et élégance. L'établissement comprend plus de 100 chambres, des suites spacieuses, un centre de conférence, des restaurants modernes, un spa, une piscine et un espace fitness répondant aux standards internationaux. Sous le leadership rayonnant de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, le Lualaba poursuit sa transformation. Après les routes, les infrastructures administratives et sociales, c'est désormais le secteur hôtelier qui s'élève au standard international. Sous le patronat du gouverneur du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, la ministre provinciale des Finances, de l'économie, de l'industrie, des PME, de l'entrepreneuriat et de la fonction publique, Césarine Signé-Sirinja, a procédé samedi au lancement officiel du projet Usafi Kwetu Uvira. L'événement s'est tenu à Uvira dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre à travers le monde. Sous le haut patronage du gouverneur du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, la ministre provinciale de Finances, de l'économie, de l'industrie, des PME, de l'entrepreneuriat, de la fonction publique, Madame Césarine Signé-Sirinja, a procédé ce samedi au lancement officiel du projet Usafi Kwetu Uvira. L'événement s'est tenu à Uvira dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre à travers le monde. Cette initiative portée par le Conseil provincial de la jeunesse du Sud-Kivu bénéficie l'appui de l'association Rando Notre Ville Propre, RVP ASBL, fondée par Madame Césarine Signé-Sirinja, très engagée dans la promotion des jeunes publics, de l'entrepreneuriat, de l'environnement et de l'encadrement des jeunes. Dans le cadre de cette journée, une activité communautaire Salongo a été organisée sur les tronçons reliant la place Monument à la route menant vers la mairie d'Uvira. Balai à la main, plusieurs jeunes filles ont participé activement aux travaux des salubrités consistant notamment à désherber les abords de la route et à déboucher les caniveaux. Donner l'exemple était le mot d'ordre. La ministre Césarine Signé-Sirinja a elle-même travaillé aux côtés des jeunes filles, symbole de son engagement pour la propriété et la citoyenneté responsable. À en croire, la vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Sud-Kivu et présidente des intérims Benga et Congo, Sanela, cette journée célébrée à Uvira, siège provincial du Conseil, met un accent particulier sur la protection de l'environnement sous les termes Usafi Kwetu Uvira, propriété chez nous à
ouvrira. Elle a profité de cette occasion pour remercier le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement en faveur de la valorisation de la femme et de la jeune fille congolaise, ainsi que le gouverneur du Sud Kivu et la ministre provinciale Césarine Tinyartindia pour leur soutien constant aux initiatives de la jeunesse. Le secrétariat général à la défense nationale est sous menace imminente de déguerpissement pour non-paiement de 36 mois de loyer depuis plus de 3 mois, 3 ans voulais-je dire. Cette institution occupe l'immeuble Vénus situé au numéro 206 de l'avenue de la Gombe, dans la commune de la Gombe, conformément au contrat de location numéro 1 courant jusqu'au 27 janvier 2026. Cet immeuble abrite plusieurs services stratégiques de l'État en plein cœur de Kinshasa. Selon nos informations, le ministre des Finances, Doudou Fomba, serait le principal responsable de ce blocage. Il n'aurait jamais répondu aux multiples appels ni aux correspondances écrites de la société propriétaire de l'immeuble qui prend désormais à témoin l'opinion nationale et internationale. Cette situation expose le secrétariat général à la défense nationale à un déguerpissement judiciaire imminent, risquant ainsi d'humilier publiquement les FARDC en pleine guerre sur plusieurs fronts. Une telle issue constituerait non seulement un désastre administratif, mais aussi une atteinte grave à l'image de l'État et à la dignité des forces armées, offrant une victoire symbolique à ceux qui guettent les faiblesses du pays. Notons que cette dette locative est une dépense obligatoire et prioritaire car elle touche à la défense nationale en temps de guerre. Le refus de paiement par le tout-puissant ministre Fomba serait donc inexplicable, traduisant, selon plusieurs sources, un blocage volontaire, possiblement lié au système des retours indus sur transactions rétrocommissions. Face à ce danger, il est urgent que le président de la République, commandant suprême des FARDC, intervienne directement auprès de la première ministre pour éviter un scandale national. Les parlementaires et la société civile sont appelés à s'indigner et à demander des comptes au ministère des Finances. En pleine période d'efforts de guerre, comment expliquer à l'opinion que les FARDC risquent d'être chassés de leur bureau administratif à Kinshasa, faute de paiement de loyer, alors que les fonds existent déjà et que la défense nationale figure parmi les priorités du budget? Le Parti Lumumbiste Unifié a tenu une matinée politique ce 11 octobre à son siège national à Matete, dans la ville de Kinshasa. Des sujets principaux ont été abordés par le secrétaire général chef du parti, le climat de déstabilisation interne et le lancement des activités commémoratives du centenaire du patriarche Antoine Gizenga. En ouverture, le secrétaire général a évoqué des tensions qui ont récemment secoué le Parti Lumumbiste Unifié, impliquant la secrétaire générale adjointe Idakidi Manzumba, qui voulait organiser un meeting au siège du parti sans l'accord préalable de la hiérarchie. Le numéro 1 du plus ancien parti politique, encore actif en République démocratique du Congo, a condamné la tentative d'agression dont son adjointe a été victime de la part de quelques militants. Indépendamment de leur publication au journal officiel, pas publié, les statuts d'un parti politique enregistré conformément à la loi sont opposables aux tiers, y compris à l'État. Authentifié, le ministère de la justice, nous avons pouvoir authentifier la statut ezali et la statut wana ezali opposable au tiers na oyo etali parti na biso oyo elobami kuna na kati yo mutu alibanda okokobuka yango. La communication de Godefroid Mayobo a également porté sur le lancement des activités liées au centenaire de Antoine Gizenga, fondateur du PALU. Il a appelé les cadres militants et sympathisants à honorer et à perpétuer la mémoire de ce grand acteur de l'histoire congolaise. Le 5 octobre 1925, chef Nabiso Odoela Alenoso Abotamaki, na maso ya sali pona Congo, na mokili mobimba, batu ya Congo, soki anniversaire ya 100 ans, mbula 100, ekoki ya mbotama na bango, basala ba cérémonie ba bengaka centenaire
Dans le cadre de cette année jubilaire, plusieurs activités seront organisées, notamment des émissions, matinées politiques, conférences et ateliers de réflexion autour du parcours et de l'héritage politique de Patrice Emery Lumumba ainsi qu'Antoine Gizenga. Mais déjà ce samedi, comme à son habitude, l'ambiance était à la fête au siège du Parti Lumumbiste unifié, grâce à ses militants. En sport, football éliminatoire mondial 2026, la dernière ligne droite, c'est ce mardi. À Kinshasa, la RDC reçoit le Soudan au Stade des Martyrs à 20h, un match de survie pour les Léopards qui gardent encore leur espoir de qualification qui s'étend jusqu'au barrage. Pour ce mardi, le Stade des Martyrs ne pourra accueillir que 30 000 spectateurs. Seulement, au lieu des 80 000, c'est la décision de la Confédération africaine de football suite aux actes de vandalisme à l'issue de la rencontre RDC-Sénégal lors de la 8e journée de ces éliminatoires au Stade des Martyrs. tokoya susu ndenge toyaka ebelete bapesi biso kaka autorisation ya kokotisa 30 000 personnes. Donc 30 000 personnes là ici tribune centrale pour tour tribune d'honneur biso nyonso tozala kaka 30 000. La RDC jouera avec moins de pression face au Soudan pour cette fin de campagne. Regardez, après la victoire d'un but à 0 contre le Togo à l'extérieur, les Léopards n'ont pas droit à l'erreur. Dans ces groupes, aucun pays n'est encore qualifié, bien que le Sénégal garde la faveur de pronostics, ayant bien balisé son chemin avant de recevoir la Mauritanie ce même mardi à Dakar pour la 10e journée. Et pour se qualifier directement au mondial américain, la RDC devra absolument battre le Soudan et compter sur une défaite du Sénégal. Avec un simple nul, les Lions de la Teranga vont terminer premier du groupe, synonyme d'une qualification directe. Un tableau qui va obliger la RDC de jouer les barrages. Ceci, sans compter, ajouter à cela le nouveau rebondissement dans ces éliminatoires africaines avec la décision de la CAF qui a annoncé une modification majeure de règlement concernant les classements des meilleurs deuxièmes. Désormais, les résultats obtenus contre la 6e équipe de chaque groupe ne seront plus pris en compte dans les calculs du classement global des deuxièmes. Cette mesure vise à rétablir l'équité entre les groupes après les retraits de l'Érythrée qui a laissé les groupes E avec seulement 5 équipes. Ce changement n'est pas sans conséquence pour la RDC. Les Léopards qui avaient remporté leurs 2 matchs contre le Soudan du Sud voient leurs 6 points retranchés de leur total global. Résultat, leur compteur passe de 19 à 13 points dans les classements des meilleurs deuxièmes. Malgré cette pénalisation, les Léopards restent dans le top 4 et gardent toutes leurs chances de qualification derrière le Cameroun à condition de gagner leur dernier match. La donne est claire, pour espérer décrocher un billet pour la Coupe du Monde, au minimum accéder au barrage, la RDC devra s'imposer contre le Soudan ce mardi à partir des 20h au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À moins qu'on ne le tue, la position du président de la République demeure la même. Les alliés des agresseurs ne sont pas conviés au dialogue interne. La main tendue de Félix Tshisekedi était une stratégie pour exposer Paul Kagame devant le monde entier. Les agences, fonds et programmes des Nations Unies multiplient les efforts pour survenir aux besoins des déplacés des conflits communautaires entre les Touaregs et Bantous dans la province de Tanganyika. À Lukwangulo comme à Miketo, les structures humanitaires réalisent un travail énorme au grand bonheur de la population. Après une performance moyenne face au Togo vendredi, les Léopards reçoivent le Soudanais ce mardi au Stade de Martyrs avec une capacité de 30 000 places seulement, suite au désordre et casse constatée lors de la 2e débâcle face au Sénégal. Il s'agit du dernier match de poule qui fixera les meilleurs deuxièmes pour les barrages. Ne nous quittez pas, Héritier Ntamwa me rejoint tout de suite pour la revue de presse.
Et au studio B, on ne marche pas, on apparaît directement. C'est le cas d'Héritier Ntamboa qui est déjà avec moi. Bonjour et bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Christopher Otiokou. Mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. 2 sujets pour votre revue de presse. Naturellement, la main tendue de Félix Tshisekedi à Paul Kagame, des propos qui ont été expliqués par le chef de l'État, mais qui soulèvent encore une vague de réactions à travers tout le pays. Tout à fait, Christopher Otiokou. Comprenez avec moi que c'est un sujet qui continue de faire parler au pays, tout comme à l'étranger. Le journal Forum 2As estime, quant à lui, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait le choix d'une diplomatie responsable. Pour ce média, le président de la République a développé Urbi et Orbi sa vision de la RDC, un Congo qui se pose en pays solution pour l'Afrique, mais également pour le reste du monde, de plus en plus menacé. Congo, nouveau titre de son côté, retrait des troupes rwandaises de la RDC, Tshisekedi met Kagame devant ses responsabilités. Ce tabloïd rapporte que le président de la République, Félix Tshisekedi, à lors du Global Gateway Forum 2025 de Bruxelles, exprimé sa volonté de résoudre pacifiquement les conflits et a appelé Kagame à respecter les accords de retrait et de vérification. En attendant, la main à Kagame poursuit Congo nouveau. Félix Tshisekedi a montré l'importance de la République démocratique du Congo dans la résolution du conflit. Pour la tempête des tropiques, Christopher Otiokou, c'est un message de paix envoyé au monde, d'après les explications de Félix Tshisekedi qui s'est entretenu hier dimanche avec la diaspora congolaise vivante en Belgique. On va terminer toujours avec ces propos du président de la République à Bruxelles. Après avoir parlé au Global Gateway Forum, il a également parlé avec la diaspora congolaise, occasion pour lui de rappeler une ligne rouge en ce qui concerne le dialogue interne. Tout à fait, d'ailleurs, c'est le titre du journal Info 27, Christopher, qui renseigne qu'à Bruxelles, le 11 octobre, donc c'était hier dimanche, Félix Tshisekedi a choisi la franchise et la fermeté. Face à la diaspora congolaise mobilisée, le chef de l'État a opposé une fin de non-recevoir catégorique à toute idée des négociations avec ceux qu'il qualifie d'émissaires des agresseurs. Tirant les leçons des dialogues politiques passés qui, selon lui, ont trop souvent affaibli l'État, il y trace une ligne rouge claire. Aucune brèche ne sera ouverte à l'ennemi pour saper le pouvoir national. Dans une posture d'autorité assumée, ajoute Info 27, Christopher, le président exige que tout dialogue entre Congolais parte d'un préalable, la désignation et la condamnation de l'agresseur. À ces sujets, pour finir, le phare, écrit à la 2e page du journal, Tshisekedi à la diaspora de Belgique, laissez parler les aigris. Le rédacteur de cet article de presse nous fait savoir que Félix Tshisekedi a été l'objet des diabolisations de la part d'une certaine classe politique et d'une certaine société civile totalement acquise aux thèses rwandaises. C'est ainsi qu'il a résolu, selon ces médias, de réunir un échantillon de la diaspora congolaise de Belgique pour des mises au point. Il a même juré, selon le phare, que tant qu'il garderait toujours son dernier souffle de vie, il se battrait pour que la mère patrie reste une et indivisible et retrouve une paix durable. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokou. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.